Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous une présentation et vous partager un petit peu l'histoire de Positive Minders, qui nous sommes, avant que nous ayons plusieurs intervenants. Ce soir, on aura Stéphane Raffard. Stéphane est un professeur de psycho à Montpellier. Il va vous expliquer un peu les grands enjeux de la santé mentale et pourquoi est-ce qu'on en parle autant dans les médias et autant aussi dans les familles, quels sont les grands enjeux de la santé mentale. Et puis ensuite, on aura Lily. Lily est, on appelle chez nous, experte de vécu. Lily, elle a cette faculté incroyable de raconter ce qui lui arrive quand elle a des troubles. Elle vit avec un trouble, en effet, elle vous racontera tout ça. Et puis Anne, alors Anne est mon épouse, donc c'est pour ça qu'on a le même nom. Et Anne, elle va vous raconter son expérience de maman et quels sont les enjeux pour les proches. Parce que accompagner quelqu'un qui a un trouble, eh ben, c'est pas toujours évident et comprendre un petit peu ça, euh, c'est important. Vous êtes peut-être même vous-même concerné parce que des personnes qui ont des troubles, il y en a beaucoup. C'est une grande partie de la population. Il y a 7% de la population qui vit régulièrement avec des troubles chroniques. Et puis, vous avez 25% de la population qui, à un moment donné dans sa vie, va être touchée par des troubles. Et puis enfin, on aura un petit exercice ensemble. L'idée de cette dernière partie, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour les troubles psychiques, comment on peut changer la société. Et on fera cette réflexion en commun. Alors, je démarre. Je vois que Stéphane nous a rejoint. C'est fantastique. Bonjour Stéphane. Et nous lançons la présentation. Alors, Positive Minders, son histoire. Nous sommes une association qui est née en 2003, donc déjà assez ancienne, et qui est née en Suisse, d'une histoire personnelle. Anne vous la contera. Euh, et évidemment, c'est parti de notre famille, Anne et moi. Euh, Aujourd'hui, c'est aux 600 bénévoles, on a 250 partenaires de terrain, on a une communauté d'un peu plus de 15 000 personnes, 5 salariés, et c'est assez récent en fait. Nous étions une organisation 100% bénévole jusqu'en 2022. On a maintenant 5 salariés, et puis on a un rayonnement géographique sur les territoires francophones, plus spécifiquement sur 12 pays francophones, mais la France représente 60% de notre audience. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait trois choses en simplifié. Déstigmatiser. Alors, pourquoi est-ce qu'on déstigmatise? La stigmatisation, c'est le regard que les gens portent sur un trouble. C'est également le regard que les personnes portent sur leur propre trouble. Mais c'est aussi le plus grand facteur de retard d'accès aux soins. Pourquoi? Parce que, évidemment, avec les idées reçues qu'il y a sur les différents troubles, bah, vous n'avez pas envie d'aller vers les soins. Vous ne vous sentez pas vous-même souffrir de ce que vous croyez être une schizophrénie, une bipolarité ou une dépression même. Donc la stigmatisation, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui freine l'accès aux soins. Et déstigmatiser, c'est changer la société. Donc ça, c'est un des éléments qui est clé chez Positive Minders. La deuxième chose, c'est que, vous le savez peut-être pas, mais la psychiatrie, c'est un domaine qui a énormément évolué au cours des 10-15 dernières années. Cette évolution, elle met du temps à se transmettre. C'est-à-dire qu'il y a plein de connaissances qui ne sont pas aujourd'hui correctement partagées, pas partagées au sein des personnes qui vivent avec le trouble, au sein de leurs proches, mais aussi au sein des professionnels, qu'ils soient des professionnels de santé ou des professionnels du soin. Et puis le dernier facteur, c'est que bah, dans toutes ces évolutions de la psychiatrie, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont mises en place, des trucs exceptionnels, des trucs qui changent la vie, hein. Malheureusement, ces pratiques, elles ne se sont pas généralisées.
On n'a pas encore trouvé la bonne recette pour faire en sorte que ce qui marche très bien à Lille fonctionne aussi à Marseille. Que ce qui marche très bien dans la grande ville marche aussi à la campagne. Et notre dernière action, en fait, c'est de trouver ces solutions pour que les bonnes pratiques se disséminent. Alors, trois pans, déstigmatiser, transmettre et accélérer. Alors, comment ça se traduit dans la pratique? Déstigmatiser, chaque année, on mène quatre actions majeures sur quatre grandes pathologies, et puis une action au moment de la journée mondiale euh, de la santé mentale qui a lieu le 10 octobre, donc cette semaine. Ces quatre actions majeures vont être menées au cours de campagnes sur donc la schizophrénie, la bipolarité, la dépression et les troubles borderline. Alors, vous allez dire peut-être que vous connaissez déjà tous ce que c'est que ces quatre grands troubles. Pas sûr en réalité, puisque quand on fait des tests de la population générale, on s'aperçoit que les clichés sont très largement majoritaires par rapport à ces différents troubles. D'où le besoin de déstigmatiser. On mène également deux grandes campagnes de digital, grand public. Alors, qui vont être menées en même temps que les journées de la schizophrénie ou des troubles borderline. Ces grandes campagnes, c'est des campagnes qui touchent à peu près 6 millions de personnes. On a aussi un très gros effort médiatique. Alors, l'effort médiatique, sur l'année, on arrive à toucher entre 250 et 500 millions de contacts. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être plusieurs fois les mêmes personnes, ou ça peut être des personnes différentes. Mais on va dire que 500 millions, c'est le lancement belle, euh, d'une belle campagne d'une grande marque de voiture. Donc, c'est assez majeur. Je pense que on est l'un des plus gros générateurs de communication dans les médias. Alors, on ne parle pas de positive minors dans les médias, c'est pas notre job. Alors, ça fait toujours plaisir quand c'est le cas, mais vous savez que en tant que Lyons, vous menez plein d'actions, ça ne veut pas dire pour autant qu'on en parle beaucoup dans les médias. Nous, on a un petit peu la même question, le même challenge. On ne parle pas beaucoup de positive minors, mais on parle beaucoup de la recherche, on parle beaucoup du vécu, on parle beaucoup des proches. Et tout ça, ça contribue à la déstigmatisation. On organise plus d'une centaine d'événements physiques. On organise également de nombreuses sensibilisations dans des lycées, des écoles, des universités. Et ça, c'est un des points importants parce que Stéphane en parlera peut-être, mais les troubles psy, ça commence quand on est jeune. Et donc, du coup, c'est très important d'avoir des actions ciblées sur les jeunes. Et enfin, on produit des jeux, des émissions de télé, des outils. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour le pôle transmettre, donc là, c'est plus quelque part de la formation, de la sensibilisation. On produit chaque année 9 webinaires. Alors, c'est des webinaires un peu comme celui qu'on est en train de faire maintenant, mais avec des distributions un peu différentes. On a une dizaine d'intervenants qui vont parler librement pendant 2 heures des troubles psychiques avec une thématique, une ligne éditoriale. C'est en général très bien organisé. On va dire, une communauté d'une quinzaine de milliers de personnes qui suivent ces webinaires. On organise également des triangles. Là, c'est la découverte d'un monde incroyable. C'est que tous les citoyens peuvent contribuer à l'amélioration de notre système de santé. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Et l'expérience des citoyens fait beaucoup avancer le système de santé. Et on expérimente ça au sein d'un format particulier mis au point par Positive Minds. On fait aussi des conférences en ligne, des tables rondes, une cinquantaine. On organise des congrès et on est en train de mettre en place une plateforme. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais grosso modo, c'est un peu l'équivalent de Netflix pour la santé mentale, dotée d'une IA. C'est une plateforme format XXL parce que c'est une plateforme qui contient beaucoup plus de contenu que par exemple la plateforme de France Télévisions. Voilà pour la partie transmettre. Et puis, notre dernier volet, c'est le volet accéléré. Et là, le but de accélérer, c'est mettre en place déployer les bonnes pratiques. Alors, il y a beaucoup de vulgarisation dans ces activités, mais il y a aussi du suivi de projets, de suivi
de bonnes pratiques, en fait, qu'on va repérer, qu'on va sélectionner, et puis qu'on va accompagner pour qu'elles se déploient. On produit également des infographies, et ça, c'est des supports qui sont produits et qui sont très utilisés aussi par nos partenaires. Vous voyez ici un petit schéma qu'on a réalisé cette année pour arriver à comprendre la schizophrénie. C'est peut-être un petit peu petit sur votre écran. Et vous voyez également une image avec Ellipse, qui est une célèbre drag queen qui s'est joint à un de nos événements où on avait invité la communauté scientifique à réfléchir à quoi ressemblent les troubles psychiques en 2035 et comment la société aborde les troubles psychiques en 2035. Voilà pour la section accélérée. Alors au final, dans tout ce qu'on fait, on a une méthode on s'appelle Positive Miners. Donc on va mettre un doigt dans notre méthode, petit, comment dire, une touche de positivité quand même, hein, parce qu'on parle de sujets graves, parle de sujets difficiles, mais ce n'est pas dire qu'on ne doit pas plutôt aborder les solutions au lieu d'aborder les difficultés. Et donc, l'approche de Positive Manners est très orientée euh, vers un discours positif, de l'innovation, des techniques numériques, une approche décalée. Donc, on aborde toujours les sujets de façon, on essaye de ne pas les faire trop frontaux, mais de façon à intéresser des personnes qui, a priori, dans l'absolu, se détourneraient de tels sujets. Et puis, Sophie a parlé tout à l'heure du fait que c'était en ce moment une année un peu particulière, puisque en France, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Santé mentale Grande Cause, qui s'est créé il y a maintenant pas loin de 2 ans, et qui a décroché. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent à être décrochées en ce moment de gouvernement, mais on est quand même arrivé à décrocher, malgré plein de gouvernements successifs, une grande cause pour la santé mentale. Malheureusement, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas pu être réalisées parce que on a les alternances politiques qu'on connaît actuellement, mais il en reste pas moins que on a réussi à se mettre plein d'organisations différentes ensemble pour mener des actions pour informer, prévenir et déstigmatiser. C'est un collectif dont Positive Minders est fier d'être l'un des membres fondateurs et, et qui nous a permis en fait de déclencher tout un tas d'actions et notamment, je pense, quelque part, l'intérêt du Lions Club pour ce sujet de santé mentale. Voilà, je conclurai peut-être juste avec une phrase qui est une phrase importante pour nous. Les troubles psy brisent la vie de trop nombreuses personnes, alors que des solutions existent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va changer la société pour faire en sorte que de moins en moins de vies soient brisées et que de plus en plus de solutions puissent se disséminer. Voilà. Alors j'en ai fini pour présenter Positive Minders, ce qui me donne l'occasion de passer la parole à Stéphane Raffard. Stéphane, tu vas nous parler du coup Des enjeux, des grands enjeux de la santé mentale. exactement, des grands enjeux de la santé mentale. Est-ce qu'il est possible que je partage mon PowerPoint? Absolument, vas-y. Allez hop, superbe. C'est parfait. Donc déjà, hop, ça va, c'est pas mal partagé. Je vais faire en grand écran. Déjà, merci à tous pour votre présence, votre écoute. C'est Jean-Christophe de m'avoir invité. Rapidement, je me présente très très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Rapidement, je suis donc Stéphane Raffard. Je suis professeur en psychologie clinique à l'Université de Montpellier. Je suis aussi praticien au CHU de Montpellier, donc dans le service universitaire de psychiatrie adulte. Notre service est spécialisé dans la schizophrénie et dans le TOC. Nous avons deux unités de rétablissement et moi je coordonne deux consultations sur les prises en charge des hallucinations, une clinique des voix et une consultation de psychothérapie sur le TOC. Alors,
je vais un peu reprendre ce que disait Jean-Christophe et c'est aussi évidemment tout un peu un slogan de Positive Minders, mais c'est ce que dit l'OMS en 2022, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et cette santé mentale, alors évidemment, c'est grande cause nationale, mais concrètement, nous, dans les faits, on n'a pas vu grand-chose, tout simplement parce que il est clair que les gouvernants ne comprennent pas, un, les enjeux et aussi les causes qui font que la santé mentale est le parent pauvre de la santé en France et à travers le monde, et je vais essayer d'apporter quelques éléments. Alors vite, j'ai 15 minutes. Je vais parler un peu de la charge mondiale des troubles mentaux, parce qu'il faut regarder au-delà de la France. La question de l'inégalité d'accès aux soins, c'est un problème central. La question rapidement de la stigmatisation et la discrimination, mais en chiffres. La question de l'intégration dans les systèmes de santé, c'est un enjeu majeur. La question de la prévention, Jean-Christophe parlait de la question des jeunes adultes et de l'enfant et de l'adolescent, j'en parlais rapidement. Les questions qu'on ne peut plus écarter, c'est-à-dire la question des conflits, des guerres, des questions des enjeux aussi climatiques et de la santé mentale. Et enfin, je vais quand même être assez positif sur la question un peu des nouvelles technologies, c'est des véritables enjeux, et puis on va essayer un petit peu de réfléchir là-dessus. Alors, très rapidement, la charge mondiale des troubles mentaux, ben, quand vous regardez les nombres d'années perdues en bonne santé, ben, les troubles mentaux font partie vraiment des troubles les plus prévalents. C'est des causes majeures de morbidité, de handicap dans le monde, que ce soit la dépression, l'anxiété ou la schizophrénie. Les chiffres sont importants. Si une personne sur 8 présente un trouble mental, souvent non diagnostiqué, on y reviendra, et souvent qui ne bénéficie pas d'un suivi. Voilà, et globalement, et pour être très concret, parce que il y a beaucoup de personnes, je dis souvent, qui défilent pour les inégalités, pour des populations, comment dire ça, sous-représentées ou mises à l'écart. Mais très concrètement, les troubles mentaux, c'est entre 10 et 20 ans d'espérance de vie inférieure à la population générale. C'est 10 à 20 ans. Donc c'est juste un scandale. Et quand on regarde l'estimation des coûts de santé, ben, tout simplement, c'est juste effrayant. Au niveau du PIB, vous regardez les chiffres, que ce soit dans toute l'Europe et notamment en France, c'est extrêmement élevé quand vous voyez le budget de la défense et le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi les coûts? Ben, c'est les arrêts de travail. Vous allez voir, beaucoup de personnes qui ont des troubles mentaux vont avoir beaucoup de comorbidités somatiques qui vont être moins bien prises en charge, qui vont coûter beaucoup plus cher. Mais vous avez vu le prix, c'est-à-dire qu'en fait, si on prenait bien en charge les troubles mentaux, on aurait moins de problèmes de déficit budgétaire, c'est extrêmement clair. C'est pas moi, vous savez, c'est des chiffres hein, extrêmement précis. Alors quand on parle ensuite de l'inégalité d'accès aux soins, là aussi, il faut bien comprendre que dans de nombreux pays, et surtout dans les pays non développés, mais aussi dans les pays développés, une majorité de personnes vivant avec un trouble mental n'ont pas accès aux soins, qu'ils soient les deux plus efficaces actuellement, c'est les soins psychothérapeutiques ou pharmacologiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes avec un statut socio-économique faible, il y a vraiment un lien entre statut économique et les minorités. Ce sont des populations plus vulnérables qui ont un risque accru de troubles mentaux. Il y a aussi une question systémique. C'est pas qu'une question de bonne volonté, c'est aussi une question structurelle. On entend beaucoup parler de systémique, de choses comme ça. Là, c'est très concret en tout cas dans l'accès aux soins psychiatriques. C'est que suivant la couverture sociale, eh ben, la prise en charge est totalement différente. Hein, l'exemple du Danemark, une prise en charge très présente, très égalitaire, euh, versus les États-Unis. Si vous n'avez pas de mutuelle aux États-Unis, ben, vous vous retrouvez dans la rue, j'en reparlerai. Quand on parle des inégalités, c'est des inégalités aussi qui sont territoriales. Si vous êtes à Montpellier, au Montpellier, vous avez un centre expert schizophrénie, un centre expert bipolaire, vous avez une consultation spécialisée dans le TOC, vous avez deux centres de rétablissement, vous allez en Lozère, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a aussi des inégalités au sein des villes. Vous êtes dans le centre de Montpellier, vous avez plein de psychiatres et de psychologues. Vous êtes dans le nord, près de la Paillade, eh ben, vous avez moins d'accès au tramway, vous avez moins de médecins qui veulent s'installer, etc., etc. Et ce qui est important, c'est que l'inégalité de soins, c'est vrai que ce que disait aussi Jean-Christophe, c'est deux facteurs. C'est à la fois les facteurs liés à la personne, c'est-à-dire que la personne a ce qu'on appelle la capacité à rechercher. Elle se sent stigmatisée, elle a honte, elle ne va pas demander de voir un spécialiste. Ça peut être aussi un problème d'insight ou autre, mais c'est aussi fondamentalement aussi la capacité à atteindre, c'est-à-dire la disponibilité des services. Et la disponibilité des services, c'est une question fondamentalement aussi géographique. J'y reviendrai un petit peu. Voilà. Et pourtant, tout le monde paie les mêmes impôts.
tout le monde paie pratiquement les mêmes impôts, mais vous n'êtes pas doté de la même façon en termes de CHU, etc. J'étais en Corse la semaine dernière, ils se battent pour avoir un CHU, et qui dit CHU dit spécialiste. Eh ben, ils n'en ont pas. Voilà. Donc, quand on parle aussi de stigmatisation et de discrimination, voilà, là, il y avait un beau papier en 2016. En 2016, mais j'ai l'impression que chaque année, on peut faire les mêmes titres, hein. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, c'est le Lancet, un des plus gros journaux de psychiatrie, qui parlait de crise de la santé mentale et liée à la stigmatisation. La stigmatisation reste un frein majeur à la recherche d'aide, à l'intégration sociale et professionnelle, très clairement. C'est-à-dire que si vous avez un trouble mental, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés pour les deux raisons, hein. Individuelles, mais aussi de services, d'accès à un logement. Voilà. Entre 35% et 50% des patients atteints de troubles mentaux ne se retrouvent sans aucun traitement, malgré l'existence de traitements efficaces. C'est-à-dire qu'il y a des traitements efficaces. Vous avez plein de pathologies neurologiques, Alzheimer, euh, Parkinson, etc. Vous avez ces neurodégénérations, il y a un accompagnement évidemment. Dans les troubles mentaux, on peut soigner. On peut vraiment soigner de manière efficace. Ceci étant, eh ben, qu'est-ce que vous retrouvez? C'est que énormément de personnes n'ont pas accès à ces soins, à ces soins efficaces. Ensuite, globalement, les données aussi pareil, hein, 70 à 90% des personnes avec troubles psychiatriques n'ont pas accès à l'emploi. 11 à 13 fois plus de chances d'être victime de violences physiques. Alors quand vous lisez les journaux, c'est toujours schizophrénie, agresseur, coupeur de tête, etc. C'est totalement faux dans les données. Les personnes qui ont des troubles mentaux sont les premières victimes de violences physiques, et de la part des familles, de la part des personnels de soins. euh, je pourrais en parler longtemps. 30% des sans-abri que vous trouvez dans la rue ont des troubles psychiatriques graves. C'est très clair. Ok, c'est ça qu'il faut. Les gens sont dans la rue. Voilà. C'est une bonne partie. Et encore plus dans les pays où il y a un système de soins, euh, on va dire, qui rend lié évidemment plus à l'argent disponible. Un des enjeux, et là c'est pareil, si on ne réforme pas fondamentalement le système de santé, on continuera à produire les mêmes causes. Nous sommes très intéressés dans le service, mais pas que nous, hein, de nombreux services, enfin de nombreux, quelques services en France, sur la question du problème somatique. Comme je vous disais, la schizophrénie, c'est à peu près 15 à 20 ans d'espérance de vie en moins. L'âge moyen d'un homme qui a une schizophrénie, c'est 59,5 ans. L'âge moyen d'espérance de vie, moins de 60 ans. Et principalement pour deux causes, les suicides en début de la pathologie et les problèmes somatiques à la fin. Nous sommes intéressés actuellement, on a beaucoup déposé de projets sur la question notamment du dépistage des cancers, notamment le cancer colorectal. Ce qu'on sait dans la schizophrénie, c'est que les gens n'ont pas plus de cancer. Donc, par contre, ils sont 2 fois plus, 5 susceptibles d'avoir des complications, de mourir à cause d'un cancer. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués. C'est que quand on a quelqu'un qui a une schizophrénie qui a 50 ans, ben on ne va pas lui proposer automatiquement le dépistage du cancer colorectal. On va attendre, on va attendre. Alors, il y a toujours pareil, hein, des facteurs individuels, mais des facteurs aussi structurels. Ça, c'est très clair. Voilà. Cause principale, c'est des diagnostics beaucoup plus tardifs, notamment sur les cancers. Les diagnostics sont tardifs, très tardifs, parce que c'est pas automatique de faire des diagnostics et de demander. Voilà, vous avez des données très très claires là-dessus. Et surtout, les soins de santé mentale sont souvent séparés des soins généraux. Depuis cette année à Montpellier, les soins somatiques ont été intégrés en psychiatrie. C'est une énorme avancée. Pour moi, c'est la principale avancée. Le plus gros problème, c'est pas de développer de nouveaux traitements pour les troubles mentaux, c'est de développer des traitements, alors c'est le rendre accessible, j'en ai déjà parlé, et c'est de développer des soins somatiques intégrés. Pourquoi? Ben parce que quand vous envoyez quelqu'un qui a un trouble mental dans un soin somatique, il est moins bien pris en charge. Les données sont très claires aussi là-dessus, c'est que vous avez, je sais pas moi, une appendicite, vous avez une diagnostic de schizophrénie, population générale, je sais pas, on vous prend pendant 4 jours en hospitalisation, vous avez une schizophrénie, c'est 2 jours et demi. Pour des raisons non liées à des problèmes directement médicaux. C'est parce que les patients sont plus gênants, ils sont plus embêtants, ils sont plus mauvais. C'est ce qu'on lit dans les études. Voilà. Et très clairement, les réformes à mettre en place, c'est d'intégrer les systèmes de santé somatique dans les soins mentaux et de ne surtout pas les séparer. On a les mêmes problématiques dans les problèmes de vieillissement. Et là aussi, on n'a pas de directive claire. C'est à l'initiative des établissements. Et là, ça a été à l'initiative des deux chefs de service
nous, d'addicto et de psychiatrie, professeur Delphine Capdevielle et professeur Rigol, qui ont intégré somatique et psychiatrie dans le même lieu. Évidemment, le but, c'est de diagnostiquer mieux les patients sur tout ce qui est cancer, suivi des femmes, suivi gynéco, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment un enjeu très bien décrit par l'OMS notamment. Je vous renvoie à ces papiers. Ensuite, on parle un peu de prévention et du jeune âge. On a, on a maintenant des soins existants. Le gros problème, c'est ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire notamment par exemple dans la schizophrénie, les hauts risques à développer des schizophrénies, ce qu'on appelle aussi dans la dépression les dépressions subcliniques. Comment peut-on faire pour que ces dépressions subcliniques ou ces populations à risque, parce qu'on peut identifier des populations à risque, alors moi, je suis un grand amateur de génétique, donc je pense dans les années à venir, les variables génétiques, entre autres, hein, en lien avec l'interaction avec l'environnement, permettront de mieux prédire ces transitions-là. Vraiment, c'est un gros enjeu et très, 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 très peu développé. On a peu de données là-dessus. Là, je vous donne par exemple un papier. On sait que des prises en charge de type cognitivo-comportemental chez des adolescents avec des dépressions subcliniques, rapidement, peuvent prévenir chez un certain nombre la transition. Mais c'est pareil pour l'activité physique, c'est pareil pour l'hygiène, c'est pareil pour les problèmes de sommeil, qui sont des problèmes très généraux et qui sont complètement mis de côté. Nous, on travaille aussi avec la santé mentale des étudiants. La question du sommeil, des troubles du sommeil, c'est une catastrophe absolument pas prise en compte et considérée alors que c'est un facteur vraiment général dans le cas des troubles mentaux. Voilà. Stéphane, juste Pardon. comme tu as utilisé quelques termes un peu Bon, techniques, désolé, je résume ton propos. bien sûr. Ce que tu dis, c'est que en fait, on arrive à identifier, avant même qu'il y ait des troubles sévères, on arrive à identifier des populations chez lesquelles on peut faire de la promotion et de la prévention, Tout à et fait. que grâce à ça, on arrive à réduire considérablement l'impact du trouble, voire éviter que le trouble apparaisse. Écoute, c'est parfaitement dit, c'est même bien mieux dit que c'est exactement ça. Alors, il y a encore des gros enjeux de traitement, c'est-à-dire que souvent les traitements doivent être intégratifs, complexes, mais c'est exactement ça, c'est que dire on a des données sociodémographiques, on a des données de minorité, on sait ça par exemple, on a d'autres variables comportementales, phénotypiques, génétiques, etc. Mais ça, on ne le prend pas du tout en considération pour X raisons. On n'a pas des grands suivis de cohorte, par exemple. Les suivis de cohorte au niveau national ne sont pas quelque chose qui sont faits pour une question d'éthique, soit, enfin bon, bref. Et en fait, on a du mal comme ça aller vers et de pouvoir repérer ces populations. Pourtant, on a des données. Mais il y a peu d'actions qui sont faites, ou alors des actions poudre de perlimpinpin, alors on a des données assez claires pour ça. Voilà. Mais voilà, c'était exactement ce que tu veux. Et peut-être dans la description du système aujourd'hui, si on le décrit, euh, le système, il est beaucoup un système curatif. C'est-à-dire que, grosso modo, on est malade, Ce que très tu vois, ouais. malade, et on va aller à l'hôpital, il va y avoir des hospitalisations, il va y avoir éventuellement même des contraintes, tout un tas tout un tas de mécanismes qui sont en fait des fois un peu assimilés à la psychiatrie comme dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, quelque chose comme Euh, ça. Euh, Alors qu'aujourd'hui, les outils qu'on a permettent de dire non, mais il y a quand même des risques là, on Sûr. pourrait faire des actions préventives pour que vous déclenchiez soit pas de symptômes, soit vous allez déclencher des symptômes, mais ça ne va pas impacter votre vie en général et vous allez pouvoir continuer à être scolarisé, continuer à aller bosser. euh, et, euh, C'est ça, c'est ce que je marque. C'est ce que l'OMS en parle beaucoup, mais beaucoup de chercheurs bien avant, hein. Je vois le papier par exemple de 94, tu vois, c'est passer d'un modèle centré uniquement sur le traitement à une logique de promotion de la santé. Et avant, on pensait que c'était pas possible. Alors il y a toute cette histoire de biomarqueurs. Je pense qu'il y a pas que des histoires de biomarqueurs. Je ne vais pas parler des biomarqueurs. Je pense que c'est pour X raisons. Je pense que c'est pas une des meilleures solutions. Je pense qu'il y a d'autres solutions ultra intéressantes, mais ça en fait partie. On a des symptômes cliniques, mais on a aussi des facteurs à l'avance. On sait que telle ou telle population. Je vais donner un exemple, donné très clair sur chez les adolescents, l'estime de soi. La dépression impacte peu l'estime de soi, mais des gens qui ont une faible estime de soi
ont un gros risque de développer une dépression. Et chez les adolescents, principalement chez les filles. C'est un des plus gros facteurs de risque de dépression, c'est l'estime de soi et notamment l'image corporelle. Donc, il suffit d'évaluer rapidement chez les jeunes les problèmes d'estime de soi et d'image corporelle pour leur proposer potentiellement un accompagnement pour éviter qu'ils développent une dépression. Mais ça n'existe pas. On fait des programmes pour tout le monde, non ciblés, et j'en parle. Et, voilà. Et peut-être qu'on va trouver d'autres variables biologiques, j'espère, mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, on devrait arriver à ça, mais c'est pas fait, c'est pas mis en place. Et là, vraiment, l'argent mis pour la prévention. Même dans les projets de recherche financés, c'est extrêmement dur. Donc voilà, c'est exactement ça, passer d'un modèle centré uniquement sur le traitement, sur le maintien du trouble, c'est un suivi à la prévention, c'est l'avenir. C'est vraiment tout ce qui est recommandé, ce qui est proposé, et qui est peu encore actuellement fait. Ben, quand tu as un infirmier, une infirmière, un médecin scolaire, parce que c'est à l'école, il faut bien comprendre que le centre névralgique, il est dans les universités, mais avant dans les écoles, et même en primaire. Et ben là, il n'y a pas de personnel. Les diagnostics ne sont pas mis en place, les retards dans les disques que tu veux, on le sait très bien, c'est une catastrophe. Et on récupère les gens beaucoup plus. Le problème du TDAH, c'en est un par exemple, on le récupère beaucoup plus trop tard. Bref, c'est jamais trop tard, heureusement, mais bon, un peu trop tard. Bon, Laisse poursuivre parce ouais. on avance Et je un peu. rapidement sur la voilà, conflit, crise, climat, là aussi, on parle tous des crises du climat. Ben, les gros enjeux, encore une fois, et un des enjeux, c'est la question de la gestion des crises. Il y a énormément de migration. La migration est une des causes très bien mise en évidence sur le fait de risquer de développer une schizophrénie. Les populations migrantes sont plus à risque de développer schizophrénie. Donc, quand on accueille des populations migrantes, il faut mettre en place des suivis de prévention et d'accompagnement obligatoirement, sans compter les stress post-traumatiques. Il y a beaucoup de données sur le déplacement des populations. Donc, tout ça, ça demande des soins et ça demande des équipes spécialisées et on retrouve peu ça. Et évidemment, concernant le changement climatique, ben, recommandation OMS, hein, intégrer les considérations climatiques dans les problèmes de santé mentale, intégrer le soutien en faveur de la santé mentale à l'action climatique, s'appuyer sur des engagements mondiaux. On ne peut pas régler les problèmes. Moi, je dirige un institut de santé globale qu'au niveau franco-français. Il faut bosser avec les partenaires étrangers, africains, américains, etc. Vraiment, la question des approches communautaires, et tu le sais bien, c'est une approche essentielle dans l'accompagnement. Et voilà, et encore une fois, les questions des financements. Il y a un problème grave de financement. Il faut de l'argent. Pour tout ce qui est fait, il faut de l'argent. Au bout d'un moment, il faut être clair là-dessus, quoi. Et je finirai là-dessus sur une note d'espoir et là, j'envoie ce très beau papier qui vient de sortir dans le World Psychiatry, le plus gros journal de psychiatrie du monde, sur la question de l'état de l'art, dont je vous ai mis une version anglaise et française. Merci ChatGPT pour la présentation. C'est extrêmement important. Les nouvelles technologies vont peut-être nous permettre, dans une limite, de combler certaines, notamment l'accès aux soins. Très clairement, télémédecine, la télépsychologie, les smartphones sont des outils avec beaucoup d'enjeux, hein, bon, qui vont peut-être nous permettre d'améliorer l'accès aux soins. C'est une chose évidente. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça ne remplacera pas. Ça va certainement permettre d'augmenter et d'être des ajouts. On sait par exemple, utiliser une appli sans avoir un clinicien derrière qui fait un minimum de feedback, c'est pas très efficace. OK? Mais ça peut permettre vraiment, et évidemment, les pays où ils ont été le plus développés, ces approches de nouvelles technologies, au départ, c'est l'Australie. Donc, on comprend bien, l'Australie, hein, c'est un vaste territoire. Et les données sont extrêmement intéressantes. Les psychothérapies à distance sont aussi efficaces, par exemple, que les psychothérapies en face-to-face. Voilà. Et quand on regarde les applications, ben, on a des efficacités sur la dépression et l'anxiété sans aucun problème. Trouble bipolaire, c'est un peu plus mixé. Pour la schizophrénie, c'est très prometteur. Donc voilà, c'est vraiment les nouveaux enjeux, tout le monde est à peu près d'accord, c'est comment arriver à améliorer l'accès aux soins, comment arriver à toucher le plus de monde par rapport aux thérapies qui marchent, médicamenteuses et non médicamenteuses, psychothérapeutiques. Et les nouvelles technologies sont certainement un moyen pour y parvenir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane pour cette présentation des enjeux. Mais en fait, j'ai envie de dire, euh, les troubles psychiques, ça se vit. Ça se vit et ça se ressent, en fait, pour comprendre bien ce que c'est qu'un trouble psychique et bien l'expliquer, finalement, l'expérience est un truc essentiel.
Lydie, est-ce que tu peux nous partager, toi, ton expérience? D'abord, est-ce que tu peux te présenter et puis dire ce que tu fais dans la vie et, euh, et nous parler de tes engagements, de toi? Pas de souci. Merci Jean-Christophe. Donc, moi, c'est Lily, j'ai 33 ans et je suis infirmière. Et je suis aussi bénévole pour Positive Minders. Et je vis avec un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué en 2016. J'avais 24 ans et je me rends compte que je vais fêter mes 10 ans de diagnostic l'année prochaine. Et, euh, et donc, je vais faire le lien plutôt avec mon engagement avec Positive Minders parce que ça fait partie intégrante de mon parcours. Et j'ai choisi de m'investir en fait via les réseaux sociaux parce que lorsque j'étais étudiante ou lorsque j'ai reçu mon diagnostic, j'aurais aimé trouver des messages d'espoir et des vraies informations. Et donc en fait, actuellement, les réseaux sociaux, ils font partie intégrante du quotidien pour beaucoup de personnes. C'est un lieu où on s'y divertit, mais c'est aussi un lieu où on s'informe. Et, euh, et grâce à la communication sur les réseaux sociaux, on peut aussi combattre les fake news, les fausses informations. Et donc, en fait, avec Positive Minders, on diffuse des messages qui sont simples, clairs, positifs sur la santé mentale pour que d'autres aussi puissent trouver ce que cherchais moi à l'époque. Donc, actuellement, le témoignage que je vais faire, c'est pas une vérité universelle, hein, c'est juste mon expérience personnelle. Et mon trouble psy il me résume pas du tout à une étiquette, c'est-à-dire que ça va être compliqué en 7 minutes de vous expliquer tout ce que je peux vivre à l'intérieur de moi chaque jour. Euh, Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui actuellement, je m'estime comme rétablie, c'est-à-dire que je vis avec mes symptômes. Je compose mon quotidien en fonction. Et grâce à mon suivi psy, grâce à mon traitement, grâce à mon alimentation, grâce à mon sommeil, grâce à l'activité physique, en fait, grâce à mes proches, mes pères, mes engagements, en fait, il y a plein de petites choses qui viennent m'aider dans mon quotidien. Et mon parcours dans la pathologie, en fait, c'est beaucoup d'introspection, d'avoir beaucoup de lucidité, d'affronter les ombres pour ensuite aller vers la lumière et aussi véhiculer des messages positifs. Euh, et ce que je pourrais dire à l'Assemblée aujourd'hui, c'est de recasser un petit peu les fausses informations. Être bipolaire, ce n'est pas être en dépression l'hiver et en phase maniaque l'été. Être bipolaire, ce n'est pas déménager tout son logement suite à une frustration. Ce n'est pas que ça, en fait. Et toutes les pathologies psy nécessitent que la personne en elle-même concernée puisse s'intéresser à son trouble, mais aussi qu'elle puisse avoir son entourage. Et en fait, c'est un travail qui est collectif entre l'entourage, la personne concernée, mais aussi les professionnels du soin et de l'accompagnement. Et ensemble, en fait, on forme une équipe, on avance. Et le plus compliqué, bah, ça va être de coordonner, en fait, tous ces humains pour aller vers du mieux. Donc moi, je suis assez soucieuse de mon équilibre bio-psychosocial, hein. Le bio, c'est mon traitement, c'est mon sommeil, mon alimentation au sport. Le psycho, ça va être la thérapie, l'introspection, des stratégies d'auto-observation. Le social, ça va être mes proches, mes pairs, mes engagements. Et en fait, tout ça, c'est au début de ma pathologie, c'était peut-être difficile à évaluer au quotidien, mais ça fait partie maintenant de ma mécanique, de ma gymnastique euh, et surtout d'un pouvoir d'adaptation. Et ce qui est très important, c'est de se dire que même pour les personnes qui n'ont pas de troubles psy, eh ben, en fait, on a tous une santé mentale. Donc, on est tous normalement capables de se questionner par rapport à ces facteurs. Je sais pas où j'en suis au niveau du temps, il est 13. Ben, je suis parfait. Vas-y, continue, continue. Pas de souci. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, du coup, moi, personnellement, pour garder un rythme, bah, je me fais des to-do list, j'anticipe, j'organise, je coche, ça m'apporte de la clarté, beaucoup de satisfaction. Au niveau de mon quotidien, ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours, c'est le réveil. Le réveil, pour moi, c'est vraiment un véritable défi. Lorsque je suis réveillée et que je suis en face de mon petit-déj, enfin, c'est limite une victoire, quoi. C'est comme si j'avais cramé toute mon énergie,
de la journée. Et donc, ça va être ouais, le défi de la journée. J'ai des rythmes différents. Quand j'ai un rythme pour le boulot, bah, du coup, je suis un peu conditionnée, paramétrée. Il faut pas arriver en retard, donc j'ai une routine. Et quand bah, j'ai pas le conditionnement Lily, du alors, travail, bah, là, il y a un peu plus de laisser aller. du coup, ça veut dire que tu as un trouble bipolaire et tu travailles? J'ai un trouble bipolaire et je travaille à 35 heures semaine, plus 2 heures de trajet par jour. Donc oui, ça se fait. C'est c'est une grosse gymnastique, mais ça se fait. Lily, est-ce que Peut-être tu Euh, évidemment le... Oui. Lily, tu m'autorises une petite question qui peut-être va peut-être se rapprocher un petit peu de nos préoccupations de membres Lyon et notre envie de servir. Tu nous viens de nous parler très clairement de la façon dont toi tu utilises certains leviers pour protéger ta santé mentale, ce que tu fais au quotidien, ton équilibre bio. Comment est-ce que nous, par exemple, on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider autour de nous certaines personnes à se sentir, justement, à travailler sur... C'est peut-être un levier qui est pour nous accessible pour pouvoir aider des personnes ou dans la prévention, en tout cas, pour les troubles mentaux. Qu'est-ce que... Voilà. Bah, je dirais que c'est s'informer, qu'on est dans la super période des semaines d'information de la santé mentale en France. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, ainsi que mon entourage, c'est par exemple un MOOC qui est gratuit, qui ouvre le 13 octobre, qui s'appelle Se rétablir, un vrai délire, qui est génial. euh, S'informer, discuter, questionner. Il y a aussi les premiers secours en santé mentale qui existent. Poser des questions tout simplement. Déjà se poser entre nous les questions de comment ça va et vraiment y répondre en fait. Se questionner pour de vrai là-dessus et oser communiquer. La santé mentale, c'est encore hyper tabou quoi. C'est comme si on parlait de la dicto ou de la santé sexuelle en fait. Oui, ça reste un domaine on n'en parle pas beaucoup. Il y a effectivement beaucoup de communication à faire pour déstigmatiser les troubles de santé mentale. Et vous l'avez tous dit, on est quand même très nombreux à être concernés, tous concernés. Ouais. Lily, est-ce que tu peux encore raconter, ça fera un peu la transition avec Anne, ton diagnostic, ça a provoqué quoi dans ta famille? Eh D'abord, comment tu en as bien, parlé à ta famille et alors mon diagnostic, quand je l'ai eu, il a été très libérateur. Euh, J'étais déjà moi-même en phase d'autodiagnostic via mes études d'infirmière, hein. Euh, et quand j'en ai parlé à ma famille, je me souviens que c'était un repas de Noël. J'étais encore très sédatée par les premiers traitements. Euh, et du coup, bah, j'ai informé ma famille que bah, j'avais un trouble bipolaire qui avait été diagnostiqué. Et, et je disais que bah, on était peut-être plusieurs à être concernés. Et au fur et à mesure du temps, là, depuis maintenant 10 ans, j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont été diagnostiqués et qui sont plus ou moins suivis, qui ont plus ou moins leurs difficultés. Et maintenant, la question des troubles bipolaires, vu que c'est une pathologie que l'on partage euh, au sein de ma famille, bah, c'est des discussions que l'on a assez régulièrement et assez souvent. Et on se pose la question de savoir comment on va en ce moment. merci Lily. Anne, du coup, tu es fondatrice de Positive Miners. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi l'engagement des proches? Est-ce que tu peux mettre ton micro comme ça, on t'entendra. Voilà, bonsoir tout le monde, avec toutes mes excuses pour cet oubli de micro. Alors moi j'arrive comme troisième P, puisque la méthode Positive Minder, c'est celle des trois P. Donc je porte le P des proches. Alors ben, Jean-Christophe, tu l'as mentionné, donc l'aventure a commencé à Lausanne, parce qu'à l'époque nous habitions Lausanne et mon fils est tombé malade, il habitait Lausanne aussi. Et il était hospitalisé une première fois à Lausanne. Et il a très très bien récupéré et au bout de 3 semaines, il a quand même eu un diagnostic de schizophrénie. Et je dois dire que c'était encourageant de voir comment il avait bien récupéré lors de cette première hospitalisation. 4 mois après, il a connu une deuxième hospitalisation et à partir de là,
il a décidé d'arrêter de parler. Simplement, Nicolas, qui était toujours assez entêté, et probablement que c'est aussi un symptôme chez lui qui était très marquant, ce mutisme a duré pendant 10 ans et demi. Donc, il a fallu tout réaménager, la façon de communiquer avec lui. Et ce qui a été surtout le démarrage de toute cette aventure est la création de la première association d'accompagnement des proches, a été ce mutisme, puisque lorsque j'allais à l'hôpital, les autres patients venaient me parler en me disant, on n'arrive pas là, plus que vous à le faire parler. Ou ils venaient et ils me disaient, mais pourquoi vous continuez de venir le voir, puisqu'on voit bien que vous monologuez. Et j'ai toujours été très sensible au fait que les autres patients, eh bien, avaient des messages et j'arrivais à discuter avec eux. Et c'est toujours eux qui ont eu les messages les plus encourageants. Et ils avaient toujours des astuces à me donner parce que je leur posais des questions. Et de fil en aiguille, j'ai connu leurs proches et j'ai découvert à ce moment-là un nouveau monde que nous ne vivions pas, mais que les autres proches décrivaient comme la solitude, la mise à l'écart et des difficultés énormes. Et aussi, on a parlé de stigmatisation, il faut jamais oublier que les proches se sont aussi stigmatisés. Alors, la première idée a été de se regrouper avec quelques proches, puis de commencer l'aventure d'une première association qui s'appelle encore et toujours Lilo et qui maintenant est restée en Suisse. Et le Covid nous a poussé à aller plus loin avec Jean-Christophe et on a créé Positive Minders. Alors, les difficultés pour les proches, ben, c'est déjà la découverte d'un nouveau métier, parce que franchement, être proche, c'est souvent un métier qu'on apprend sur le tas, parce que quand on est proche, eh bien, avant qu'on puisse bénéficier d'un accompagnement, il y a un long chemin qu'on fait seul. Et c'est un métier que je prends au sens premier, c'est-à-dire dans le sens de, comme il y avait autrefois les compagnons qui construisaient les cathédrales. C'est vraiment un compagnonnage. Il faut savoir doser sa présence, il faut savoir être là quand il le faut, mais il faut savoir aussi se mettre en retrait pour que la personne qui vit avec un trouble, elle puisse prendre aussi sa place, avoir son espace et qu'elle puisse avoir les rênes de sa vie aussi en main. Ce qui est important pour les proches, c'est de parvenir à construire un réseau, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et les proches ne doivent jamais oublier qu'ils s'installent dans la durée. Parce que dans le parcours de rétablissement d'une personne vivant avec un trouble, eh bien, souvent, les professionnels sont divers et variés, et puis aussi, ben, ils changent au fil du temps, alors que les proches, ils restent. Et les proches doivent toujours veiller aussi à leur santé et à rester toujours dans une bonne mesure pour qu'ils, eux aussi, ne soient pas victimes de troubles somatiques. Parce qu'il y a des études qui ont montré que les proches ont des troubles somatiques, ont des troubles du sommeil, ont de l'anxiété, des migraines et d'autres troubles qui sont dus aux circonstances. Alors, que faire? Eh bien, c'est important que les proches aient accès à ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est que rapidement, ils puissent avoir des professionnels qui déjà les écoutent et aussi puissent les orienter vers des programmes qui existent et qui permettent aux proches de se familiariser avec la psychiatrie, avec la terminologie, avec les symptômes et avec les manifestations des différents troubles. Alors Lily, tu as parlé du MOOC et c'est vrai que le MOOC a été un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur et auquel j'ai participé dès la naissance du projet. Et on a aussi toujours veillé
l'équipe qui a construit ce MOOC, à faire de ce MOOC quelque chose de ludique. Alors, ça paraît peut-être un peu étrange, mais je pense que c'est important de comprendre que oui, la situation peut être lourde, elle peut être compliquée, mais la dérision, la légèreté aide tout le monde à passer les caps difficiles. Et ce MOOC, justement, il a été conçu comme des recettes de cuisine, parce que j'avais toujours pour habitude de dire que le rétablissement, c'est chacun à sa sauce. Voilà, Merci, Anne. Jean-Christophe, je te repasse la parole. Eh ben, parfait. Je vais, avant qu'on parle un petit peu, qu'on échange un peu sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre ensemble, je vais vous partager une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo qui va pitcher une émission de télévision pour vous donner un peu de contexte. C'est un pitch qu'on a fait pour le CNC, donc le Centre national du soutien à la production cinématographique. Et je n'en dis pas plus, je vous raconterai qu'est-ce que c'est devenu que cette émission ou que cette série d'émissions de télévision. Donc, je partage, on écoute. Et bien voilà, on vient de terminer le tournage du 2e épisode de C'est de la False et on voulait vous remercier de nous donner une nouvelle chance. À la bienveillance de la contre-soirée ici. Une nouvelle amitié peut-être aussi. Peut-être. C'est de la False, c'est important pour moi parce que c'est clairement l'émission que j'aurais souhaité avoir quand moi-même j'ai été confrontée à des problèmes de santé mentale. On trouve le bon équilibre en étant à la fois dans l'information et en même temps dans la légèreté parce que moi je suis convaincue que parler de santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on doit faire en baissant la tête et en ayant honte. On peut en rire. À chaque émission, on va retrouver 2 jeunes qui sont concernés par le trouble qu'on va aborder dans l'épisode et il y aura aussi avec nous un psychiatre. C'est ici la vraie soirée. T'as tout compris. Du coup, on était en train de se présenter. Notre émission est construite de la façon suivante. On va commencer tranquillement avec c'est quoi les bails pour comprendre de quoi on parle. L'addiction, c'est un peu la perte de la capacité de s'abstenir. Voire même tu disais, c'est bon là, on arrête, on consomme pas, et le soir. Et le soir, en fait, je retournais, tu vois. Donc, ça, le truc pour briller en soirée, c'est le mot-clé, ça s'appelle l'ambivalence. ouais. Donc en gros, c'est à la fois j'ai envie de continuer et à la fois j'ai envie d'arrêter. Chez les personnes qui ont développé une addiction, c'est hyper flagrant. Donc c'est pas du mensonge. On va ensuite enchaîner dans le vif du sujet et c'est là où justement on va pouvoir écouter les témoins nous raconter leur vécu, mais également l'expert psychiatre présent avec nous. Quand je fumais mon joint à partir de 22h, je pouvais limite me mettre à danser tout seul et tout, quoi. Genre en mode. J'étais On va juste voir comment tu danses tout seul. hyper. Après la danse. Ouais, hyper. Enfin, vraiment, il y avait un truc d'être avec soi-même, quoi. La guérison de mon addiction, c'était le tout dernier step de tout ce que j'ai fait en travail sur moi. C'est passé par une hospitalisation qui n'était pas là que pour ça, mais par une hospitalisation, par plein de choses. J'allais mal dans ma vie, en fait. Donc assez récemment, j'ai fait un bad trip, mais un truc sur le moment. Je ne contrôlais plus rien ce qui se passait dans ma tête. Et en fait, là, je me suis dit, si je me réveille demain et que je suis encore comme ça, au bout d'un moment, je vais me tuer. Et avec les autres, c'est l'occasion pour nos invités de comprendre comment ils ont parlé de leurs troubles à leurs parents, à leurs amis, à leurs proches. Si, genre vraiment, je peux pas parler de ça, j'en ai jamais parlé avec mes parents. D'ailleurs, papa, maman, si vous voyez ça, c'est la vérité, voilà, il ne peut rien. T'as une belle cravate. Avec mes parents, on a mis beaucoup de temps à parler de ce truc-là. Et même quand on a commencé à en parler, et même en vrai aujourd'hui, on n'en parle pas à travers moi en fait. Ensuite, on va aussi avoir la partie TikTok fake. Donc l'idée, c'est de débunker une fake news qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Mais on a également un after. À chaque fin d'émission, on va jouer un petit action ou vérité. Donc avec mes partenaires que sont Positive Minders et la Fondation Herrier, on a un peu changé de stratégie. On s'est dit, produisons d'abord 6 épisodes. C'est pour ces 6 épisodes-là qu'on a aussi encore besoin d'un accompagnement. Et bien voilà, ce sera à ce moment-là qu'on aura de plus grandes ambitions, en tout cas pour toucher la plus grande audience possible. Donc on veut vraiment vous remercier de nous soutenir. Voilà, donc cette émission, elle va commencer à être diffusée notamment sur la plateforme France TV à partir de vendredi. Donc ce sera un grand pas pour nous
C'est une émission de 26 à 28 minutes qui sera donc diffusée tous les 15 jours. Il y aura une nouvelle émission et qui sera diffusée 7 jours de suite, en fait, sur la nouvelle chaîne de santé qui a été créée par Michel Simès, qui s'appelle Mieux. Ah, je suis en train de parler et vous ne m'entendez pas. Est-ce Si, que vous oui, On t'entend. t'entend. Vous avez entendu parler de Mieux? Ouais, c'est bien là. Oui. Ok, parfait. Très bien. Et donc, je vais juste poursuivre si ma présentation veut bien repartir. Navré pour ça. Et on va maintenant partager avec vous nos idées de ce qu'on pourrait faire ensemble entre Positive Minders et le Lions Club. Alors, ça me touche beaucoup, en fait. Le Lions Club, c'est grâce au Lions Club que je suis bilingue en anglais grâce au Lions Club, parce que je suis parti en échange aux États-Unis. J'ai été élevé par mon grand-père qui était gouverneur du Lions Club. Il y a une proximité et je travaille, au-delà de mon bénévolat pour Positive Minders, je travaille dans le domaine de la santé visuelle et le Lions Club, c'est une des vocations communes que nous avons. Et donc, je voulais vous partager un petit peu, grosso modo, quand est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble, euh, comment on pourrait le faire et- et de quelle forme ça pourrait prendre. Alors, pour cela, je vais vous parler un petit peu plus dans le détail de nos actions quand elles ont lieu et comment est-ce qu'on pourrait mener des actions ensemble. On est assez convaincu que l'axe sur lequel on peut beaucoup avancer ensemble, c'est la déstigmatisation. Alors, ce qu'on appelle déstigmatisation, c'est aussi de la sensibilisation, c'est aller rencontrer des gens sur le terrain, c'est parler des différents troubles, que ce soit schizophrénie, bipolarité, dépression, troubles borderline, mais c'est des occasions en fait de rencontrer des gens qui ont parfois des sujets autour des addictions, qui ont parfois des sujets sur les troubles alimentaires, pas seulement spécifiquement sur ces troubles, mais c'est des occasions lors desquelles on peut croiser beaucoup de personnes de la population générale. Euh, on a, nous, 4 temps forts. On a une semaine au moment des journées de la schizophrénie. On est les fondateurs des journées de la schizophrénie au niveau mondial et donc on les coordonne. Évidemment, c'est un des grands temps forts pour nous. On s'associe à la journée mondiale des troubles bipolaires. On s'associe également à la journée européenne de la dépression. Et puis, on va créer en 2026, pour la première fois, une journée mondiale des troubles borderline. Puis bien sûr, il y a cette semaine, on va dire, autour du 10 octobre. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Il y a une semaine lors de laquelle il y a plein d'actions et c'est pour ça qu'on lance ce vendredi l'émission C'est de la False, mais vous verrez, on lance tout un tas d'autres choses cette semaine également. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et finalement, notre réflexion a été plutôt une réflexion de terrain, en fait. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Et j'ai vu des suggestions dans le chat, hein, en parlant d'un escape game, en parlant de sensibilisation qu'on appelle PSSM, Premier Secours en Santé Mentale. Il y a plein d'actions de terrain qui peuvent être menées. La question, c'est comment on fait pour rencontrer les gens. Et rencontrer finalement les personnes qui s'intéressent déjà au sujet, c'est relativement facile. Rencontrer des personnes qui, par défaut, ne s'intéressent pas particulièrement au sujet, même s'ils y sont confrontés quotidiennement, c'est plus compliqué.
Et alors, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est des événements partenaires. Un événement partenaire, c'est très simple, c'est utiliser un événement existant pour en profiter, pour prendre la parole, pour faire quelque chose de peut-être un peu décalé, qui va capter l'attention d'un public qui n'était pas venu pour ça au départ. Alors, nos meilleures collaborations, c'est avec des clubs sportifs, des théâtres, des cinémas, des concerts, des réseaux d'entrepreneurs, des associations. Donc, des acteurs qui organisent localement des actions et on s'associe et on va trouver à chaque fois la bonne façon de faire passer un message. C'est pas forcément très détaillé, mais c'est ce qu'on appelle la sensibilisation et c'est ce qui nous permet, par exemple, de faire témoigner Lily ou Clotilde ou Aaron que vous avez vu dans la vidéo ou des centaines d'autres bénévoles qui ont l'expérience des troubles psychiques et qui peuvent traduire très facilement auprès des autres cette expérience. Donc ça, c'est un type d'événement. On organise évidemment aussi des événements spécifiques, des conférences, des sensibilisations comme le PSSM ou d'autres méthodes. Des stands dans les galeries marchandes, dans les gares, des endroits où on va rencontrer tous les publics. On organise des événements de soutien, on organise des promotions de campagne, puisque chaque année on construit des grandes campagnes digitales, on peut mener des actions. Parfois, il est très utile aussi de donner simplement de la visibilité. Typiquement, pendant les journées de la schizophrénie, beaucoup de bâtiments officiels sont éclairés en vert. Mais nous, on reste une petite association. On n'a pas la capacité d'aller voir les responsables de mairie, les officiels, pour faire en sorte que les bâtiments officiels soient effectivement éclairés en vert et qu'ils comprennent à quoi ça sert. Il y a bien sûr les affichages physiques et digitaux locaux qui peuvent être mobilisés. Il y a la diffusion de flyers, d'affiches, de déco pour les pharmacies, pour les cabinets médicaux, pour les commerces et les vitrines. Et puis des actions en entreprise. Enfin, il y a la communication dans les médias locaux. Les réseaux sociaux, les journaux, les chaînes de TV locales, les radios locales, les newsletters. Tout ça, ce sont des supports qui permettent de véhiculer des témoignages, de véhiculer la mise en avant d'événements ou même de faire des reportages pour entrer plus en profondeur au cœur des sujets. Alors, tout ça, c'est ce que nous, on sait bien faire. C'est sans doute ce que vous faites aussi très régulièrement dans d'autres cadres. Mais la question, c'est, vous n'êtes pas des spécialistes des questions de santé mentale. Pour la plupart, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont aussi spécialistes. Et donc, la question, c'est comment est-ce que Positive Minders peut vous aider à véhiculer les bons messages, à préparer tous ces événements ou cette visibilité. Alors, nous, on produit énormément de choses. Donc, on vous a montré une vidéo. On a produit plus de 700 heures de vidéos au cours des 5 dernières années de Positive Minders. On a beaucoup de supports de campagne. On a des programmes pour chacune de nos journées. On a des sites internet qui sont dédiés. On a des affiches, des flyers. On a des informations sur chacun des troubles, des informations très simples, très accessibles, qu'on va avoir sur papier, mais on va avoir aussi en digital. On a des applications qui expliquent les troubles des vrais faux. On a des infographies, on a des roll-ups. On a vraiment beaucoup de matériel de support qui sont utilisables et on a même des goodies pour reprendre la thématique de la vue, on a même des goodies de type des boîtes à lunettes ou des étuis à lunettes plus exactement qui vont passer des messages autour de la santé mentale. Mais
Évidemment, tous ces supports, il faut pouvoir les utiliser. Pour pouvoir les utiliser, il faut quand même un minimum quelque part de formation, mieux comprendre ce que c'est que les troubles psy. Alors aujourd'hui, ça contribue pour vous un petit peu à mieux comprendre, mais l'idée, c'est de rentrer peut-être quand même un petit peu plus dans le détail. Vous présenter un peu les grands troubles, vous donner quelques clés sur pourquoi est-ce qu'on parle de rétablissement plutôt que de guérison, pourquoi est-ce que à quoi servent les médicaments, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour accompagner que les médicaments. Donc tout ça, on peut le faire à travers des webinaires qui vont vous être dédiés et dans lesquels vous pourrez librement poser toutes les questions. On a également, souvent c'est difficile de comprendre c'est quoi les structures, c'est quoi les métiers de l'accompagnement et du soin. On peut également faire des webinaires autour de ça. On a également des webinaires très simples, hein, comment on tient un stand, comment on s'organise sur un stand, comment on fait quand il y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et puis, on a enfin des formations autour de nos campagnes. Donc, on est en train de concevoir la campagne des Journées de la schizophrénie de l'année prochaine. On travaille aussi sur la Journée des troubles borderline, la campagne. Ces campagnes, on peut vous les présenter en amont, vous expliquer le pourquoi, et puis c'est des éléments sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. Enfin, alors non pas enfin, on a également pas mal de choses autour de la culture et du sport. Par exemple, si vous voulez organiser des choses dans les cinémas, des fois c'est intéressant d'avoir la liste des films qui parlent de différentes pathologies. Parfois c'est intéressant d'avoir des pièces de théâtre qui vont aborder les thèmes de façon assez légère ou plus en profondeur. Des livres, d'avoir des artistes musicaux avec qui vous pourriez rentrer en contact. Voilà, on a tout ça, on a ces ressources, on peut vous mettre également en contact. Et puis, pour le sport, on a plein de méthodes d'animation pour les matchs, pour que ce soit des jeunes ou que ce soit des pros. Peu importe, on trouvera toujours la façon de vous accompagner. Et puis enfin, il y a une question de compétence des fois. Et c'est bien d'apprendre un peu tous les sujets autour des troubles psy. Ça donne une première base. Mais des fois, vous avez besoin d'être mis en lien avec un Stéphane, par exemple, ou avec d'autres professionnels, des professionnels qui peuvent être psychiatres, psychologues, infirmiers, ergothérapeutes, ou tous les autres métiers qui sont dans le giron de la santé, mais il y a aussi les assistants sociaux, il y a tous les intervenants de rue, tous les acteurs qui vont plus s'occuper des aspects sociaux. Et on peut facilement vous mettre en relation dans un peu toutes les régions de France avec ces professionnels. On peut aussi vous mettre en contact avec des structures de santé ou sociales. Des fois, c'est difficile de rentrer en contact. On peut ouvrir les portes. On peut également vous mettre en lien avec des témoins, des experts de vécu, qui vont pouvoir témoigner de leur expérience. Et puis, enfin, on peut vous fournir des listes de ressources locales qui vont vous permettre d'orienter finalement, parce que le but, c'est pas de répondre à toutes les questions. Le but, des fois, c'est juste de dire qu'il existe des solutions. Et en fait, c'est un peu le message. Le message, c'est de dire ce dont la population française a le plus besoin, c'est comprendre et savoir qu'il existe des solutions. Voilà pour ce que nous avons comme idée. Et j'aimerais beaucoup pouvoir échanger peut-être avec vous, avec Sophie. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on peut largement en discuter maintenant. Effectivement, là, Jean-Christophe, tu viens de vraiment tous, Lily, Stéphane, Anne, vous nous avez tous bien expliqué que le trouble de la santé mentale, c'était pas seulement la personne qui était touchée, c'est aussi l'accompagnant, c'est le professionnel, c'est tout cette synergie autour de la personne qui souffre du trouble, et nous, je pense qu'en tant que Lyon, on a, avec tout ce dont tu viens de nous parler, pas mal de possibilités pour effectivement arriver à trouver notre place dans cette lutte pour essayer d'améliorer à la fois la perception que peut avoir tout un chacun, parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé en préambule,
Je pense que le fait que notre président international ait choisi cette cause, entre autres, il y en a 3, mais comme une cause prioritaire et aussi la France, enfin, on est en train de s'apercevoir, j'imagine, et ça Stéphane nous en a un petit peu parlé aussi, que c'est un sujet qui est en train de vraiment d'exploser, puisqu'on se rend compte que c'est en résolvant peut-être ces problèmes de santé mentale qu'on arrive à, à empêcher des maladies peut-être plus impactantes. Donc, c'est super intéressant. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était très, très, très intéressant. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais en tout cas, pour ma part, ça donne plein d'idées pour effectivement vous aider là-dessus. On a quelques questions dans le chat, mais je sais pas si... Ah, Jacques, oui. Bon, Françoise, qui vient de nous Bonsoir, rejoindre. Françoise. Bonsoir Jean-Christophe, Anne, Stéphane, et puis Lily. Nous avons eu donc une visioconférence voilà quelques semaines et ce soir j'avais également une visioconférence et je ne pouvais pas assurer donc ma présence au départ et je viens d'être libérée. La visioconférence est terminée. Donc, effectivement, vous avez très bien expliqué donc, ce que j'ai écouté en dernier, vous avez très bien expliqué et je partage tout à fait vos sentiments. Il est certain qu'au niveau du Lions Club, on va essayer de faire un partenariat et puis essayer de faire quelque chose donc ensemble pour essayer de dédramatiser, j'ai envie de dire, toutes ces maladies. Euh, j'ai presque envie de dire aussi la santé mentale, on en a un petit peu parlé ensemble avant. La santé mentale, c'est quoi? Et je pense que on est tous affectés de près ou de loin par la santé mentale. On connaît tous des gens, mais on peut être aussi affecté pratiquement soi-même parce que qu'est-ce que l'équilibre chez un individu? C'est très compliqué. Et je pense qu'on a tous un petit peu de quelque chose, on est tous, je ne sais pas si on est bien équilibré, et je pense que effectivement la santé mentale touche tous les gens, tout le monde. Donc, il va falloir donc que l'on fasse quelque chose tout au long de cette année pour arriver à faire prendre conscience aux gens de ce qu'est la santé mentale, effectivement. Alors, c'est très vrai. La santé mentale, alors, c'est un grand débat. La santé mentale, c'est quelque chose qui fait partie de la santé. Donc, tout le monde a une santé, tout le monde a une santé mentale. Elle peut être bonne, hein? On n'a pas forcément des problèmes de santé mentale. Nous, là, ce soir, on a plus parlé des difficultés qu'on peut rencontrer quand on a des problèmes de santé mentale. Euh, sans avoir de problème de santé mentale, on peut avoir des moments où on est moins bien et des moments où on est mieux, physiquement comme mentalement. Euh, Là où la santé mentale devient une maladie, c'est quand on n'a plus la maîtrise de la souffrance. Euh, c'est c'est au moment où l'impact sur la vie devient majeur. Finalement, vivre avec une bipolarité et n'avoir aucun impact dans sa vie, c'est pas grave en fait. C'est juste un diagnostic, ça veut rien dire. Mais quand on n'arrive plus à travailler, quand on n'arrive plus à avoir d'amis, quand on n'arrive plus à avoir d'objectifs dans la vie, ça c'est très très dur. Et c'est pas parce qu'on passe par cette période-là où on n'a plus d'objectifs, on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à rien faire. C'est pas parce qu'on passe par cette période-là que c'est pour la vie. Ça, c'est un peu le grand message. Lily, quand tu te présentes, quand tu expliques, tu es hyper clair, hyper pertinente et tout ça, et on a l'impression que tu parles presque comme une professionnelle de ta bipolarité. Euh, et, euh, et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça, en fait.
Euh, le fait que aujourd'hui, tu en parles aussi bien, c'est parce que tu as parcouru tout un chemin, mais les moments, ils ont été aussi durs. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que vivre avec un trouble, c'est un parcours. C'est un parcours. Pas un parcours qui est linéaire. On peut aller très bien et malheureusement, un peu plus tard, on va aller moins bien. Euh, et euh, et c'est très difficile à comprendre pour les personnes qui en souffrent, pour les personnes qui entourent. Et c'est très difficile à vivre pour les professionnels. Parce que souvent, les professionnels, ils sont confrontés, notamment à l'hôpital, ils sont confrontés aux gens qui reviennent. Et quand quelqu'un revient à l'hôpital, finalement, c'est un échec pour le professionnel de santé. Quand on voit les choses un peu différemment et qu'on se dit, bah, c'est un parcours, que c'est un parcours de rétablissement, que finalement, le fait d'avoir des rechutes, eh ben, ça fait partie de l'apprentissage. Quand on regarde les choses comme ça, ben, on regarde les choses avec un regard positif. Euh, et en fait, on a les gens qui nous entourent et qui nous disent, ben, finalement, malgré les difficultés, on a plaisir à vivre. On a des projets, on a des amours, on a des envies. Et c'est ça qu'on veut, en fait, pour toutes les personnes qui ont un trouble psychique. Et l'action sur le terrain, finalement, c'est contribuer à ça. Peut-être. Il y a Catherine que j'ai autorisée à parler qui veut peut-être nous poser des Ah, questions. génial. Oui, attendez que je vous retrouve. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, non, on ne pourra pas te Bon, voir parce que dans le voilà. webinaire, Oui, mais on donc peut moi te je donner suis la membre parole. du Lions, merci. Je suis membre du Lions Club depuis 5 ans ou 6 ans. Et donc je suis particulièrement intéressée par ce thème, cette thématique. Je représente le club de Nanterre. Et ce que je voulais dire, c'est que euh, pas loin des moments du Covid, il y a eu une information sur France Inter qui disait qu'en fait la France était un très mauvais élève sur le nombre de secouristes en santé mentale et que de ce fait, elle ferait bien de se bouger. Donc je pense que la Commission européenne avait donné de l'argent à la France pour qu'elle fasse des formations, ce que je me suis empressée de faire. Et puisqu'on parlait d'action tout à l'heure, je ne saurais que vous encourager à faire ce stage. Dedans, il y avait des parents d'enfants schizophrènes, il y avait des personnes qui avaient été soignées de la dépression ou des troubles bipolaires et qui témoignaient parce qu'ils voulaient maintenant aider d'autres gens. J'ai trouvé cette formation qui ne dure que 2 jours, et certes qu'il faut payer, sauf si vous rentrez dans un processus d'aide à la formation, j'ai trouvé que ça expliquait bien les choses. On ne devient pas ni docteur, ni même... Enfin, on devient juste conscient, comme n'importe quel secouriste dans la rue, qui voit une hémorragie et qui sait s'il doit intervenir tout de suite ou plus tard. Et pour moi, il y a eu 2 électrochocs. Le fait qu'il ne fallait absolument pas procrastiner quand on voyait quelqu'un, par exemple, à la cafétéria, qui était tout seul, prostré, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait quand même avoir un bon recueil d'adresses pour pouvoir diriger ces personnes qui sont en souffrance vers des professionnels de la santé. Voilà, je pourrais vous parler plus, mais ça a été pour moi extrêmement marquant, cette formation, et je ne saurais trop que vous encourager à la faire si vous ne l'avez pas déjà faite, bien sûr. Voilà. Et Catherine, j'aurais juste une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à suivre ce programme? Alors, bon, On appelle ça les premiers secours en santé mentale, hein, Exactement, c'est vraiment PSSM. la Voilà. PSSM que j'ai faite. Ben, la première chose, c'est que pendant le Covid, j'ai une amie qui m'a appelée à 3 heures du matin. On n'avait pas le droit de sortir. Et j'ai essayé de la garder avec moi pendant, je sais pas, 1 heure et demie. J'arrivais pas à la calmer. Elle avait probablement une maladie, une dépression grave. Bon, ben, pour finir, et puis en plus, tout ce que j'essayais à chaque fois, SOS dépression, SOS urgence mentale, il y avait plein de trucs sur Internet, il n'y avait rien, c'était arrêté, et c'était pas explicité sur le site web. Donc je me suis retrouvée dans l'incapacité d'aider cette amie, et je lui ai juste conseillé d'appeler du coup, parce que je voulais pas couper le lien avec moi,
J'ai essayé de l'encourager à appeler le 112. Donc, ce qu'elle a fait finalement, elle a été prise en charge le lendemain, 24 heures plus tard ou 20 heures plus tard, et elle a quand même été internée pendant 3 semaines. Voilà, et elle va bien maintenant. N'empêche que je me suis trouvée nulle, vraiment, alors que d'habitude j'ai assez de, pas il me semblait que j'avais assez de chaleur humaine pour pouvoir aider les gens qui sont en souffrance, mais là vraiment je me suis trouvée pas du tout dans l'idée de l'hémorragie que je peux arrêter. Et là, je voyais bien qu'elle était en grande souffrance. Alors ça, plus le constat que la France était un mauvais élève par le nombre de secouristes en santé mentale, bah, je me suis dit, allez, bah, on y va. Ben, c'est génial. Alors, il faut pas. Euh, Vous avez eu un super réflexe de dire appeler le 112 hein, ou appeler le 15. Parce que finalement, on appelle des professionnels de santé. Et heureusement, là, en ce moment, dans les initiatives qui sont en train de se faire, le 15 maintenant dans certaines régions en France, a un relais santé mentale direct et c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, ça a du mal à se structurer, mais les choses évoluent positivement. Il faut pas dresser un Non, non. tableau complètement morose de la situation. Non, il y a plein de choses, il y a plein d'acteurs qui commencent à se mobiliser. Et en effet, construire quelque chose avec le Lionscope, ça peut faire la différence. Et j'en suis super content. Sophie, ça va être l'heure de conclure. Juste avant de conclure, est-ce que je peux montrer juste un autre truc qu'on va sortir cette semaine? Bien sûr. Comme on aime bien faire des vidéos, je vais le partager en vidéo. Euh, je partage mon Pendant que écran. tu partages ta vidéo, c'est vrai que ce que vient de dire Catherine, ça donne des idées, hein. Les clubs, je ne sais pas combien coûte cette formation dont tu parles, Catherine, mais pourquoi pas, pourquoi un club pourrait éventuellement subventionner une formation comme ça de un ou deux membres de son club ou de gens non Lyon pour pouvoir devenir secouriste en santé mentale. Ça peut être une idée justement Ouais. d'œuvre pour ça, Ça peut C'était être. 250 euros, en fait, pour Ah deux. ouais, alors franchement, oui, on pourrait, oui, tout à fait. Voilà. Ok, oui, c'est une très bonne idée. Je partage mon écran. Hop, voilà. Donc, en fait, pour parler au grand public, des fois, il faut passer par des subterfuges. On utilise souvent la musique, on utilise le cinéma et autres. Et cette fois, cette année, à la fin de la semaine, on va sortir un jeu. Alors, c'est un jeu que vous pouvez découvrir à partir du site kambayama.com. Vous pouvez le commander, c'est un jeu physique, jeu de cartes. Et on a une petite vidéo pour vous en parler. Préparez-vous à une aventure hors du commun. Bienvenue à bord du Kambayama. Kambayama est un jeu de cartes collaboratif qui vous embarque dans une épopée où l'entraide est votre plus grande force. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aider le capitaine à accomplir 3 prouesses avant la fin du temps imparti. Alors, gérez l'énergie du capitaine, choisissez astucieusement les membres d'équipage et résolvez les incidents inattendus qui parsèment votre parcours. Chaque décision compte et chaque joueur est la clé de la victoire. Il existe 4 types d'énergie. La rouge pour la force physique et la propulsion, la bleue pour la force mentale et l'altitude, la verte pour le lien social et l'ambiance, ainsi que l'or pour l'énergie universelle. Mais attention, à la fin de chaque tour, une nouvelle carte du temps est retournée, révélant un nouvel incident à résoudre. Entourez-vous de proches et d'experts pour vous aider. Mais méfiez-vous et faites appel aux bons partenaires, car les proches s'épuisent. Kambayama est bien plus qu'un simple jeu, c'est une puissante métaphore, un outil ludique. Dans cette extraordinaire aventure collective, vous découvrirez que même face aux plus grands défis, la force du collectif, c'est la clé pour se rétablir. Prêt à unir vos forces pour atteindre le succès? Alors embarquez à bord du Kambayama. Voilà, donc juste avec un jeu de cartes, on peut faire évoluer les mentalités, on peut découvrir ce que c'est que le partenariat en santé mentale, on peut découvrir ce que c'est que le métier de Stéphane
de psychologue, quelle est la différence avec un psychiatre, et voilà. Et on a décidé de le faire de façon très ludique pour que même le grand public s'y intéresse. On a deux personnes qui ont levé la main. Alors, je ne sais pas si on leur donne la parole ou pas. Anne-Marie Rignot et Nancy Thomas. Est-ce qu'on a le temps? Grand plaisir. Alors, je vais donner la parole à Anne-Marie et aussi à Nancy. Voilà, vous parlez. J'ai pris un cours de route puisque j'avais un rendez-vous avant. Je suis subjuguée par tout ce que j'ai appris parce qu'en effet, au niveau, on connaît beaucoup de gens qui ont des symptômes et on n'imagine pas comment c'est contraignant pour toute la famille. Et donc, en effet, au niveau du Lions Club, permettre de faire quelque chose comme ça serait super. Voilà. Et Nancy, si tu veux apporter quelque chose. Oui, 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 vous m'entendez? On t'entend, Nancy, pas de problème. Oui. Alors moi, moi, je suis Nancy Thomas, je suis présidente du Lions Club du Briançonnais. Et je voulais juste vous informer que nous, dans notre petit club, on était juste un tout petit club de 12 personnes, mais depuis l'année dernière, nous aidons une association d'art-thérapie qui fait partie de l'hôpital de Briançon. Il y a une section donc psychiatrique qui s'est créée et nous avons aidé déjà à faire une parution d'un livre de tous les patients qui ont travaillé en art-thérapie. À la suite de ça, cette année, nous allons aider un jeune schizophrène pour prendre des cours aux Beaux-Arts. Et nous avons également, il y a également une semaine qui va se faire dans le mois de décembre pour une dizaine de personnes qui ont été très abîmées par la vie. Soit des personnes qui ont été battues, enfin qui sont battues, qui ont eu des gros soucis de viol, enfin bon, qui sont dans un état assez pitoyable au niveau, qui sont passés par cette unité, et pour leur réapprendre à prendre soin de ces personnes, c'est-à-dire d'aller chez nous, nous avons des bains d'eau chaude, ils vont aller au grand bain de Monetier-les-Bains. Ils vont aller prendre des soins de massage. Ils vont faire des séances de yoga. Ils vont aller manger au restaurant également. Petite anecdote, par exemple, la dernière fois que ça a été fait, la personne qui s'occupe de ça avait vu avec un restaurateur pour que ces personnes-là soient derrière un rideau parce qu'elles avaient peur du regard des autres. Et tout ça pour les remettre dans la vie courante, pour les remettre dans le circuit. Et à la suite d'un salon que nous avions fait au salon de l'auto, enfin, on voulait faire une conférence sur la vue, justement. Et on a demandé à une des patientes, enfin, à ce groupe de patients s'ils voulaient travailler là-dessus. Et du coup, il y a une des patientes nous a fait un très bel œil qu'on a utilisé pour cette conférence comme maquette de publicité. Et le fait qu'on ait pris en charge, enfin qu'on ait fait appel, on leur a fait appel à ces gens-là, cette personne, ça lui a donné une confiance en elle qui est absolument extraordinaire. Et j'en ai eu le témoignage encore dernièrement parce que je suis allée au vernissage d'une de ces expositions. Et dans l'exposition que nous faisons chaque année, une exposition d'art, de peinture et sculpture en Briançonnais, cette année, nous avions 2 patientes de cette association. Donc, c'était pour témoigner là-dessus, pour expliquer que on peut, à tous nos niveaux, on peut essayer de faire quelque chose pour ces gens-là et leur redonner confiance. Bravo, c'est génial. Voilà, c'était une petite... on vous expliquait un petit peu, on était un petit peu en avance sur les choses peut-être, mais voilà, ça fait partie de ce que nous, on a mis en place cette année. Je peux me permettre une petite question parce qu'elle a été posée plusieurs fois dans le chat. Il y a certains participants qui ont demandé si on pourrait avoir une rediffusion de cette vidéo, donc de ce webinaire. J'ai répondu peut-être de façon un peu rapide qu'il y aurait un lien, enfin j'ai mis un lien pour rediriger les gens vers la page d'accueil
de notre site Lyons France. Je pense que vous aussi, sur vos réseaux Positive Minders, vous aurez la possibilité également de la diffuser. Absolument. Je crois que Jacques a fait l'enregistrement pour que ce soit Oui, possible. l'enregistrement est fait. Je vais quand même monter le film parce que des fois, j'enlève un petit peu voilà, pour que ce soit propre, entre guillemets. Et dès qu'il sera fait, il sera mis sur le site du district multiple. Lens. Bon, ben, je crois que de toute façon, le but est atteint, hein. On comprend un peu mieux ce que c'est comment vivent les personnes avec des troubles psychiques. C'est beaucoup plus clair, enfin pour moi personnellement en tout cas. Et je crois que j'arrive à entrevoir comment demain je vais pouvoir m'insérer là-dedans pour pouvoir être utile. Donc je crois que c'est la mission, c'était la mission du jour. Je crois que c'est accompli. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci Jean-Christophe, à si je vous. peux me permettre, une dernière chose, les deux exemples que tu as cités tout à l'heure, le stage en santé mentale, enfin, le stage en santé mentale et puis le jeu de cartes Kambayama, je pense que c'est déjà deux pistes pour un futur partenariat parce que le jeu de cartes, c'est l'association qui l'a produit. Il est en Oui, vente. absolument. Oui. Absolument. Alors, le jeu de cartes, effectivement, on l'a conçu. Alors, depuis l'idée jusqu'à la logistique tout au bout, on est derrière tout. Évidemment, c'est comme on le fait toujours. Quand on produit une émission de télévision, on s'associe avec une chaîne de télévision. Là, on s'est associé avec des professionnels du jeu. Mais quand on fait ce genre d'exercice, on essaie d'élever nos compétences. Alors, dans le background, il y a Adi qui est notre directeur des opérations chez Positive Miners. Adi a beaucoup contribué à faire en sorte que tout ça soit très cohérent, qu'il y ait un site, qu'il y ait un film, qu'il y ait des règles du jeu, que ce soit captivant quand on joue. Mais on a aussi une équipe professionnelle qui a contribué à créer le jeu. Voilà. Alors, en effet, du coup, le jeu, tous les bénéfices en fait du jeu sont reversés à Positive Minders et on le vend en vente directe et ça nous permet de mener d'autres actions de terrain, de déployer plein de choses. Je laisse peut-être la conclusion à Sophie. Peut-être qu'il sera intéressant de se recroiser dans l'année, je ne sais pas sur quelle occasion ou comment, sur quels médias, et pour essayer de faire le point et histoire que cet élan qu'on a initié certainement ce soir dans la tête des spectateurs ne s'arrête pas là et qu'on puisse être sûr qu'il y ait quelque chose qui continue derrière. Voilà. Donc, merci infiniment à tous pour votre participation.